Voilà, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire avec la société Life qui produit de l'hydrogène vert et qui a même l'ambition d'être le leader en Europe de la production d'hydrogène vert. Donc Mathieu Guéné, fondateur et le CEO, bonjour. Enchanté, bonjour. Et vous, Maria Pardo-Salé, vous êtes la CFO, la directrice financière. Bienvenue. Enchantée également, bonjour. C'est une chance de vous avoir car je sais une tournée d'investisseurs qui est très chargée. Donc, merci pour votre présence. Alors, votre actualité, l'actualité de Life, c'est bien sûr votre introduction en bourse qui est proposée jusqu'au 19 mai. Et on peut y souscrire quand on a un PEA, un PEA ou encore un compte. Et on peut le faire, pour les en cas, sans frais, directement en ligne. C'est très simple. Alors, l'objectif ce soir, c'est de bien comprendre qui vous êtes, votre business model, vos études. Deuxièmement, comme vous êtes des grands amis, il va falloir nous expliquer un peu comment vous allez faire, comment vous allez vous positionner, notamment par rapport à tous les gros mastodontes de l'énergie, votre plan de développement. Et puis, troisièmement, bien sûr, c'est cette introduction en bourse. Pourquoi faire une introduction en bourse? Quel montant vous voulez lever? Quel prix de l'action vous allez proposer aux actionnaires qui vont vous rejoindre? Comment on fait de manière concrète et pratique? Et bien sûr, aussi toutes les questions des participants, parce que vous avez, avec le panneau de configuration, la possibilité de poser vos questions par écrit et les apparaître. Et je les poserai au fur et à mesure, ou plutôt à la fin, ça dépend du moment, à Mathieu et Maria. Donc, Mathieu, Maria, sans plus attendre, allons dans le vif du sujet. Je vous propose de nous dire qui vous êtes et qui est Life. Enchanté, on est ravis d'être avec vous ce soir. Bonsoir à tous. Maria. Bonsoir à tous, enchantée également. Donc, moi, je suis Maria Pardo-Salé, je suis CFO de Life, que j'ai rejoint en début d'année, mais que je connais depuis déjà un bout de temps. Mon background, il est ingénieur comme la plupart des collaborateurs au sein de Life, mais avec une longue expérience en manque d'investissement, 18 ans en manque d'investissement, où notamment chez BNP Paribas, j'ai accompagné des sociétés à faire leur cotation en bourse, mais surtout à faire plusieurs augmentations de capital pour financer leur croissance externe et organique. Je suis Mathieu Guéné, je suis le PDG et fondateur de Life. Auparavant, je travaillais au commissariat à l'énergie atomique dans un centre de recherche. Je dirigeais un centre de recherche à Nantes qui fait de la recherche sur le stockage des énergies renouvelables par les batteries et l'hydrogène. Donc, je connais très bien les deux. Puis avant ça, j'ai toujours été commercial dans diverses sociétés dans le monde. Je suis ingénieur en électronique, donc j'ai un background hybride, technique et commercial. Et on est là pour vous parler ce soir de Life, de notre activité, et de répondre à toutes vos questions. Donc Life, c'est une entreprise qui mise tout sur l'hydrogène vert et uniquement sur l'hydrogène vert. Donc toute notre énergie, tous nos efforts, tous nos bras, tous nos millions, on les investit exclusivement dans l'hydrogène vert. On souhaite rendre l'hydrogène écologique, disponible partout en Europe de façon économique. Alors, on va vous détailler comment on le fait. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes déjà producteurs d'hydrogène vert. La photo que vous voyez à gauche, c'est une photo de notre usine en Vendée qui produit de l'hydrogène vert et qui est exploitée par Life et qui vend son hydrogène. Donc, on a des commerciaux qui vendent l'hydrogène. Donc, notre business model, c'est d'être investisseur dans les usines, de les concevoir nous-mêmes. Donc, on a les ingénieurs chez nous. Vous avez quasiment la moitié des ingénieurs qui sont là pour concevoir et faire sortir de terre ces usines. On a les opérateurs, donc les techniciens qui les opèrent, et les commerciaux qui vendent de l'hydrogène. Donc, on va acheter du matériel qui va nous permettre de produire cet hydrogène. Pour produire de l'hydrogène, il faut des électrolyseurs. Désolé pour ce nom barbare, mais l'électrolyseur, c'est un matériel qu'on va acheter en Norvège, aux US, au Danemark, en France, peu importe. Et on va utiliser cet électrolyseur pour briser les molécules d'eau en deux. Et l'eau, c'est H2O. Et donc, quand on brise ce liquide qu'est l'eau en deux, on va se retrouver avec deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène. Cet hydrogène, on va le compresser, on va le purifier, on va le mettre dans un camion et on va le livrer à un client. Un client qui utilise l'hydrogène pour les chariots élévateurs comme Lidl, des bus comme la RATP, des camions de ramassage de poubelles comme Le Mans, comme La Roche-sur-Yon, un train comme la Deutsche Bahn. C'est ça notre type de client. Donc, on est en contact directement avec les clients. Et vous imaginez bien que quand la Deutsche Bahn fait tourner un train,
c'est des trains qui durent 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc c'est des contrats long terme. Donc c'est un business model qui est extrêmement résilient. C'est un business model typique des producteurs de renouvelables, par exemple, qui installent une éolienne et qui ensuite vendent leur électricité à coût garanti sur les 15 prochaines années. Donc ce sont des rentes qu'on se crée en ayant ce business model. Donc on investit dans l'usine, elle crée une rente pendant 15 ans en termes de chiffre d'affaires, on investit dans la suivante, et donc la rente que la seconde crée vient s'additionner à la première, etc., etc., etc. Donc c'est très intensif en termes de capitaux, mais c'est très résilient comme business model. Et peu importe les crises, on passera les crises, tout comme les producteurs d'énergie renouvelable, tout comme les producteurs de gaz industriel passent ces crises. Air Liquide est une valeur refuge. On souhaite être le Air Liquide de l'hydrogène vert. Donc on va acheter, pour produire cet hydrogène, on va acheter de l'énergie. Et on va acheter de l'énergie verte. Donc on n'est pas, nous, possesseurs de ces éoliennes, de ces champs solaires qu'on utilise. Donc on s'est associé avec des très grands noms de l'énergie pour acheter de l'énergie, avec EDP, par exemple, c'est le 4e producteur mondial d'énergie éolienne. Donc on achète cette énergie pour alimenter nos usines. Uniquement de l'énergie verte pour produire de l'hydrogène vert qui ensuite va alimenter des camions, des bus ou des usines. Donc notre marché est énorme. On va adresser le marché de l'industrie. Et quand vous regardez l'industrie, globalement, comme on essaye d'abattre les émissions de CO2, on va regarder les émissions de CO2 par secteur. Vous avez l'industrie de la chimie, 1/3 des émissions de CO2, l'industrie de l'acier et l'industrie du ciment qui sont chacun responsables d'1/3 des émissions de CO2. Donc, ces industries, on peut les décarboner grâce à l'hydrogène vert, sauf le ciment. Le ciment pourra peu de choses, l'hydrogène pourra peu de choses pour le ciment et pour le bâtiment. Par contre, la chimie et l'acier, qui sont des très gros secteurs, donc qui représentent donc au total à peu près 2/3 de l'industrie européenne, sont des secteurs qui seront décarbonés grâce à l'hydrogène. Et là, l'hydrogène n'est pas en concurrence avec l'électricité, avec ci ou avec ça, parce qu'on a besoin de l'hydrogène en tant qu'atome. Parce que pour réduire des oxydes de fer pour faire de l'acier, il faut de l'hydrogène. Et aujourd'hui, on utilise l'hydrogène qui est dans le charbon. Il y a beaucoup d'hydrogène dans le charbon, dans le pétrole, dans le gaz fossile. Mais si on utilisait de l'hydrogène vert, on pourrait faire la même chose, produire de l'acier sans émettre de CO2. Et donc, c'est ça la technologie qui nous permet de décarboner l'acier. Mais on a besoin de cet atome. Pour produire de l'ammoniac, on a besoin d'ammoniac pour faire les engrais azotés. Donc, il faut de l'azote et de l'hydrogène. Et rien ne peut remplacer l'hydrogène dans l'ammoniac et dans les engrais. Et aujourd'hui, on utilise de l'hydrogène fossile. Il n'y a que ça. Life est le seul fournisseur aujourd'hui qui est capable de vous livrer de l'hydrogène vert chez vous en France. D'accord. Alors, j'avais juste une petite question au passage sur la valeur du combustible de l'hydrogène par rapport au gaz naturel. Une question qui était posée. C'est équivalent? Alors, par rapport au gaz naturel, non, c'est plus cher. Donc, aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas un gaz qui peut être utilisé pour être brûlé, comme on brûle du gaz naturel. Parce que le gaz naturel, en dehors des crises, il est à 22 € le mégawattheure. Donc, l'hydrogène ne peut pas être compétitif avec ça parce qu'il part d'une électricité qui est supérieure à ça. Par contre, il peut être compétitif avec l'hydrogène gris qui est produit à partir de gaz naturel. Vous utilisez l'hydrogène fossile, c'est quoi? C'est de l'hydrogène qui utilise du gaz naturel, donc du gaz fossile. Hein, le gaz naturel, ça porte très mal son nom, c'est du gaz fossile. Vous utilisez de l'hydrogène, vous utilisez du gaz fossile, vous le vaporéformez, donc vous craquez la molécule. Du coup, vous avez de l'hydrogène gris, de l'hydrogène fossile. Et comme on est obligé de faire des investissements et qu'on a des pertes de rendement, du coup, l'hydrogène gris, lui, est beaucoup plus cher que le gaz naturel. Et donc, il n'est pas utilisé pour cet hydrogène gris, il n'est pas utilisé pour être brûlé dans des industries et créer de la chaleur. Il est utilisé dans les industries qui font de l'ammoniac, du méthanol, de l'acier. Et donc, nous, on est compétitif avec cet hydrogène gris. On n'est pas compétitif avec le gaz naturel qui est le précurseur de l'hydrogène gris. Est-ce que c'est clair, c'est clair. Merci. Donc ça, c'est pour la partie industrielle. Et nos marchés principaux, c'est donc la chimie, en particulier l'ammoniac et le méthanol, l'acier et le verre. Sur la mobilité, vous avez
une chance aujourd'hui, c'est de voir beaucoup de véhicules électriques, parce qu'on est dans des pays occidentaux, donc on peut s'acheter des véhicules électriques par rapport à d'autres pays. Mais ces véhicules électriques ont deux problèmes. C'est l'utilisation intensive et l'autonomie. Et la chimie actuelle, et de toute façon, on n'est pas prêt d'inventer une nouvelle chimie, la physique actuelle fait que c'est un peu comme l'incertitude d'Heisenberg, vous ne pouvez pas avoir et puissance et autonomie, donc et rapidité et de charge, ou tirer des grosses charges et avoir l'autonomie. Or, c'est ce qu'apporte l'hydrogène. Je vais vous donner un petit ordre de grandeur de ce qu'apporte l'hydrogène par rapport aux batteries. Un pack batterie de Tesla, vous avez 150 Wh, peu importe l'unité d'énergie, c'est juste pour vous donner une comparaison, 150 Wh dans 1 kg de batterie. Les plans sur la comète de Tesla pour 2030, c'est d'avoir 300 Wh dans 1 kg de batterie. Peut-être qu'ils y arriveront, peut-être qu'ils n'y arriveront pas, mais c'est les plans sur 2030. 150 Wh aujourd'hui ou 300 Wh demain. 1 kg d'hydrogène, c'est 39 000 Wh. Il n'y a pas plus dense en énergie que l'hydrogène. C'est pour ça que c'est le carburant des fusées. Vous n'avez pas plus dense en énergie par kilo que l'hydrogène. Le problème, c'est que ça prend de la place, donc on doit le compresser très fort. Donc c'est pour ça que quand vous avez une telle quantité d'énergie dans 1 kg d'hydrogène, il vous suffit d'avoir 6,7 kg d'hydrogène dans une voiture. Donc c'est l'annexo, il y a une petite erreur sur la slide, c'est 6,6 ou 6,7 pour faire 700 km. Juste ça. Alors que normalement, vous avez 50-70 litres d'essence. Parce que c'est très dense en énergie et parce que vous avez que de la pure énergie. Dans l'essence, vous avez beaucoup de carbone, 80% de carbone, et juste 10-15% d'énergie contenue sous la forme d'hydrogène. L'hydrogène, c'est toujours l'énergie de tous les carburants. Et aujourd'hui, on le produit vert à prix compétitif. Venez en Vendée, faites le plein de la station qu'on alimente à La Roche-sur-Yon, par exemple, celle que vous voyez en bas à droite, avec notre voiture. Vous faites le plein pour 70 €, vous avez 700 km d'autonomie. Je peux vous dire que sur les derniers mois, on était ravis de rouler à l'hydrogène parce que le plein est hyper compétitif par rapport à un plein de diesel ou d'essence. Bien sûr, les voitures sont plus chères parce qu'elles sont produites qu'à quelques milliers d'exemplaires, mais vous avez la même courbe de décroissance des coûts sur les piles à combustible, donc le moteur à hydrogène, que vous avez sur les batteries, sur les panneaux solaires, etc. Donc ça, c'est un deuxième pan de notre activité, c'est d'aller décarboner les véhicules les plus gros, pas les Zoé, hein, on n'aura jamais une compétitivité sur un véhicule de la Zoé, mais des véhicules les plus gros, ceux qui vous permettent de partir en vacances en Espagne, sur les bus, sur les camions, etc. Ça, c'est notre deuxième marché et ce marché est énorme également. Rendez-vous compte, le marché de l'hydrogène vert aujourd'hui, c'est moins de 2%. Et demain, ça va être 50% de l'hydrogène produit. L'Europe, le plan de l'Europe, c'est sur la totalité de l'énergie qui est produite et consommée en Europe, c'est 25% d'hydrogène, 25%. Donc sur un marché qui est aussi faramineux que l'électricité plus le gaz plus le pétrole cumulé, 25% de tout ça, ce sera de l'hydrogène. Donc on a conçu des matériels pour arriver à avoir un avantage compétitif. Donc on est au-delà de l'état de l'art commercial, on a conçu des matériels, on a fait fabriquer des matériels en Allemagne, en Suède, en Norvège, en France, sur le système de production. On utilise des électrolyseurs du commerce, mais tout ce qu'il y a autour et la façon de le piloter, on pilote par l'intelligence artificielle. On a du big data, donc notre première usine génère 1500 mesures toutes les millisecondes qui sont stockées dans un outil de big data qui nous permettent d'avoir des algorithmes d'intelligence artificielle pour être toujours plus efficaces, et donc plus sobre en énergie, plus écologique et moins cher aussi, parce que moins on consomme d'énergie, moins l'hydrogène qu'on produit est cher. Et aujourd'hui, quand vous regardez Tesla, Tesla est parti très en avance sur ses algorithmes d'intelligence artificielle pour son autopilot. Pourquoi personne n'arrive à la cheville de Tesla? C'est parce que l'intelligence artificielle marche comme ça. Il faut lui enseigner, il faut lui apprendre, c'est pour ça qu'on appelle ça intelligence, il faut lui apprendre à être efficace. Et le premier qui démarre, le premier qui a les données, aujourd'hui les données c'est une nouvelle heure noire, peut apprendre à son algorithme à être plus efficace. Et ceux qui arrivent après ne pourront pas rattraper. Donc nous, on est les premiers à avoir ces algorithmes et à les faire tourner, donc ils seront toujours plus efficaces que la concurrence. On a investi 10 millions d'euros dans le premier site, le deuxième site produira 2 fois plus d'hydrogène et sera 30% moins cher. C'est ça aussi l'avantage d'être premier, c'est que
Quand nous, on a fait la première usine, on a beaucoup appris. On fera la deuxième 30% moins cher qui produira 2 fois plus. Alors que nos concurrents seront toujours rendus à la première version de leur usine. Donc, c'est important de passer de l'USB 1.1 à l'USB 2, à l'USB 3, à l'USB-C le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce pourquoi on est extrêmement bien gréé. Mais grâce à nos ingénieurs, grâce à notre équipe commerciale, on est capable d'aller gagner des gros projets. Celui-là, 124 mégawatts, c'est 6 fois plus gros que le plus gros site d'électrolyse au monde, qui est situé au Canada. C'est un site gigantesque. Ce sera le plus gros site d'électrolyse en Europe. Il est situé au Danemark. Il sera dédié à l'industrie du méthanol, donc à l'industrie de la chimie. On a le terrain, on a l'énergie. On a gagné un appel d'offres face à 16 consortiums dont les leaders étaient des grands noms, hein, Total, RWE, Ørsted, etc. Donc, on a gagné cet appel d'offres pour vous démontrer l'expertise qu'on a. Et on a gagné aussi 30 millions d'euros de subventions, ce qui n'est pas ridicule pour aller fabriquer ce site. On a gagné l'appel d'offres de la Deutsche Bahn. Vous avez peut-être lu dans la presse la semaine dernière et cette semaine que Siemens sort son premier train à hydrogène. Eh bien, c'est nous qui allons alimenter le premier train à hydrogène de Siemens en Allemagne. On a gagné l'appel d'offres de la Deutsche Bahn. Et donc, à Tübingen, en Allemagne, l'année prochaine, on va installer un site d'électrolyse. Et ce qui est rigolo dans cet appel d'offres, c'est qu'on a même battu Siemens sur cet appel d'offres pour alimenter le train à hydrogène de Siemens. Vous voyez le niveau d'expertise et de compétence de nos ingénieurs et la capacité à aller gagner des marchés. On a un site de 600 mégawatts, c'est gigantesque, en Suède. On a des partenariats de premier plan. Donc, EDPR, donc c'est la filiale cotée de EDP, donc c'est l'entreprise de utilities portugaise qui est top 5 productrice d'électricité renouvelable au monde. EDPR a signé avec nous un accord de collaboration la semaine dernière qui nous permet de dérisquer l'exécution de notre pipeline de projet. Donc, un accord qui nous donne accès essentiellement à leur électricité renouvelable, qui était clé pour pouvoir délivrer nos projets. Il nous donne l'option de les solliciter pour un soutien avec leur bilan lorsque nous avons envie de les inviter à co-investir avec nous dans des très grands projets et qui enfin nous ouvre aussi leur portefeuille de clients pour continuer de développer notre pipeline de projets aujourd'hui actuel et pousser les frontières au-delà de l'Europe. Dans le cadre de l'IPE, EDPR s'est engagé également à investir 25 millions d'euros qui représentent un quart de l'augmentation capitale que nous cherchons à faire aujourd'hui. C'est vraiment un partenariat aujourd'hui qui est transformateur pour la société avec cet apport de capital, certes, mais surtout avec tous les 3 axes de développement que nous avons signés avec eux. EDPR, c'est le 8e producteur de renouvelables aux USA, donc ça nous ouvre également les portes des US. Et Mitsui, c'est le 2e plus gros conglomérat japonais. 2e plus gros conglomérat japonais, juste après Mitsubishi. Ils ont retourné Life dans tous les sens et après 1 an d'audit, après 1 an de due diligence, ils ont choisi de s'associer à Life. Et ces Keiretsu, ces conglomérats japonais, choisissent une société dans le monde avec laquelle ils travaillent et c'est tout. Après, ils sont exclusifs et ils font travailler leur participation ensemble. Ils ont JV avec Toyota. Donc, on a accès à ce type de partenaire et puis on a aussi accès au marché asiatique grâce à Mitsui. Et enfin, le dernier partenaire, c'est Plug Power. Plug Power qui est la première valorisation au monde quand on parle d'entreprises de l'hydrogène, des pure players de l'hydrogène. Ils vont nous fournir des électrolyseurs et ils sont également en JV avec Renault pour faire les véhicules à hydrogène. C'est donc pour nous un formidable client. Donc, on s'est associé de partenaires qui nous permettent de délivrer nos engagements parce qu'on va avoir accès à l'énergie, au matériel qu'il nous faut, un accès au monde entier et un accès à des clients. L'équipe commerciale qu'on est en train de bâtir, qui fait 30 personnes, à la fin de l'année, elle fera 60 personnes. 60 personnes, c'est énorme. Linde a à peu près 50 personnes dans le monde en charge de la vente d'hydrogène et Air Liquide 70. Donc, avec 60 personnes, on sera vraiment au top niveau mondial pour vendre et commercialiser notre hydrogène. En termes de compétences industrielles, on a des gens de chez Tractebel, des gens de chez Engie, Total, de l'Agence spatiale européenne, de chez GE, de chez Air Liquide, de chez Perenco, de chez Vallourec. On a tous ces gens-là de Technip FMC qui nous ont rejoints avec une moyenne d'âge de 41 ans. Donc, on a des gens extrêmement sachants et expérimentés pour concevoir nos usines, concevoir les logiciels qui vont opérer ces usines, basés sur le big data et basés sur l'intelligence artificielle.
Maintenant, vous allez lire dans la presse qu'il y a beaucoup d'usines qui sont en cours de développement ou de construction un peu partout dans le monde. Vous avez lu, par exemple, que Eren, donc Paris Moratoglou, va développer 8 gigawatts en plein cœur de l'Australie. Vous avez vu que Tractebel fait des trucs immenses au fin fond de l'Afrique basés sur des barrages hydroélectriques. C'est extrêmement difficile de dire qu'on va faire des centres gigantesques alors qu'aujourd'hui, le plus gros site au monde fait 20 mégawatts et que là, on fait des annonces à 8000 mégawatts. C'est pas très crédible, ça. Et c'est pas faisable. On ne peut pas concevoir ab initio un site de cette taille-là sans faire aucune erreur. Donc, on a une approche raisonnée et industrielle. On a beaucoup d'ingénieurs, donc on s'est doté d'une roadmap, d'un plan de marche qui va faire qu'on va monter progressivement en puissance sur toutes nos usines. Je vais vous faire une analogie, ou deux plutôt. Une parce que je commence à avoir un peu faim, et puis l'autre qui sera un peu plus industrielle. Quand vous faites une pizza, vous pouvez faire une pizza chez vous, ou alors vous pouvez être pizzaiolo et avoir un resto au coin de la rue, ou vous pouvez être Sodebo. Mais quand vous faites une pizza chez vous, vous avez une certaine cuisine. Quand vous faites des dizaines de pizzas, donc une pizza, 10 pizzas, vous avez une autre cuisine. Et quand vous faites des dizaines de milliers de pizzas, vous avez une cuisine qui est complètement différente et ce n'est pas les mêmes qui conçoivent les cuisines. Et quand Tesla est champion des véhicules électriques aujourd'hui avec son modèle 3, il n'a pas pu faire un modèle 3 produit à 500 000 exemplaires d'entrée de jeu. Il a dû faire un Roadster qui coûtait cher à quelques exemplaires. Il a dû faire un modèle S, un modèle X en plus grande série, mais qui coûtait un peu moins cher. Et puis ensuite, un modèle 3 en très grande série qui coûte encore moins cher. C'est ça une logique industrielle. On ne peut pas dire qu'on va faire le modèle 3 d'entrée de jeu. Ce n'est pas possible industriellement. Donc nous, on s'est doté de cette roadmap claire, crédible, faisable, délivrable. Et vous allez voir que nos objectifs sont complètement réalistes. On a 4,8 gigawatts de projets en portefeuille. Pour vous dire la qualité de l'équipe, on est 87 aujourd'hui. On a 4,8 gigawatts en portefeuille. EDF, 200 000 personnes, 1 gigawatt d'électrolyse en portefeuille. On est extrêmement efficace, on est une équipe commando de l'hydrogène, on est extrêmement sachant, extrêmement percutant, et on a 93 usines en développement. Uniquement sur l'hydrogène vert, on a une proposition de valeur qui est complètement différente. On n'est pas en train de dire qu'on va faire du bas carbone basé sur un mix énergétique qui repose sur du nucléaire. On n'est pas en train de dire qu'on va faire du bleu, donc de la capture de carbone à la sortie d'usine qui continue à consommer du gaz russe. On est en train de dire qu'on va faire du vert, de l'écologique. On n'est pas des ayatollahs de l'écologie, on est juste des pragmatiques qui regardent l'impact carbone, le prix à la sortie, la viabilité des projets. On n'est pas dogmatique. Notre seul dogme, c'est de faire des projets rentables. Comme l'a dit Mathieu, aujourd'hui, notre plus grand actif, c'est clairement nos équipes, c'est nos gens. Et aujourd'hui, on travaille avec nos équipes de manière à construire ce pipeline qui est mature. C'est un pipeline qui est le fruit du travail des 5 dernières années. Donc, composé aujourd'hui de 93 projets en Europe, donc distribués sur 11 pays européens, 4,8 gigawatts au total. Et nous avons en interne décidé d'être extrêmement prudents et disciplinés dans l'analyse de chacun des projets. Notre plus grand actif, ce sont nos gens. Et ça, je le répète parce que c'est vraiment ce qu'on a de plus fort, c'est la qualité de nos personnes. Donc, leur temps est sacré pour nous. Leur temps vaut beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Et donc, nous devons dédier le temps de nos équipes aux projets qui méritent leur attention. Donc, c'est pour ça qu'on a cette discipline où aujourd'hui, on a qualifié les projets, on les qualifie sur différentes phases, de manière à savoir quelle est la viabilité technique, la viabilité économique et la possibilité de faire un projet pour un client donné. Donc, on va faire basculer nos projets d'une phase, en commençant par early stage et jusqu'à la mise en opération, ce que vous trouvez en bas à droite. Le 1 est notre site qui est aujourd'hui en production en Vendée pour 1 mégawatt. Donc, de manière extrêmement disciplinée et structurelle. Pour moi, c'est clé de commencer d'avancer de cette manière-là. Si ce pipeline, nous le regardons d'une manière différente, qui est distribué dans le temps, vous avez à gauche de l'écran un histogramme qui représente les dates de mise en production de chacun de ces projets. Donc, à quel moment l'usine sera livrée et à quel moment l'usine commencera à délivrer son premier kilo d'hydrogène. Vous voyez qu'on ne parle pas ici de projets qui vont être livrés à horizon 2030.
nous parlons ici de projets qui vont être livrés dès l'année prochaine. Ça montre bien la maturité de notre pipeline, que chaque projet, du moment où il rentre dans le pipeline, où on commence les discussions jusqu'à sa mise en production, il se passe plusieurs années. Donc, nous avons aujourd'hui dans notre pipeline des projets qui vont être mis en production. Là, en 2023, on parle de 22 MW, 2024, 192 MW, 2025, 790 MW, etc. Et vous voyez qu'on y retrouve bien le plan de marche dont parle Mathieu, c'est-à-dire que nous commençons avec des projets qui sont de plus petite taille et qui commencent à rentrer au niveau industriel avec de plus grande taille, donc à partir de 2025 avec des projets qui font plus de 100 MW chacun, jusqu'à 600 MW pour certains, donc avec une contribution significative à la totalité des mégawatts qui sont commissionnés à cette année-là. Et d'ailleurs, en bas à droite de l'écran, vous pouvez voir également que si nous regardons en nombre de projets, si nous regardions ce pipeline en nombre de projets, nous avons à peu près la moitié de projet qui est dédié à la mobilité, l'autre moitié qui est dédiée à l'industrie. Or, quand le regard se porte sur les mégawatts, en termes de contribution, 84% de nos projets sont de projets industriels, donc clairement avec une taille significativement plus importante. D'accord. Alors, juste quand vous parlez de early stage, la question, c'est early stage, ça veut dire que c'est sûr. Est-ce que les 93 sont signés? Quelle est Non, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, pour un de nos projets, donc, nous avons plusieurs discussions et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opportunités en Europe. Pour qu'un de nos projets soit qualifié en early stage, il passe une phase qui est essentielle, c'est une phase de qualification qui est faite par un outil que nous avons développé en interne qui s'appelle Qualify, qui fait une analyse technico-économique de la faisabilité d'un projet. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de regarder à un endroit précis la capacité à accéder à une énergie renouvelable à un prix qui soit satisfaisant pour fournir un client ou un bassin avec plusieurs clients aux alentours de ce projet. Donc, c'est une analyse qui se fait d'un point de vue technique et d'un point de vue économique. Donc, c'est à ce moment-là qu'un projet rentre en early stage. Alors, ce n'est pas un projet qui est sécurisé. Alors que c'est un projet qui va ensuite suivre différentes analyses par nos équipes. Donc, par exemple, lorsqu'on passe en Advanced Development, on va mettre autour de la table plusieurs acteurs qui sont nécessaires pour déployer un projet. Le fournisseur de l'électricité, le terrain, le permis, toute la partie réglementaire, l'off-take, donc le client qui va acheter l'hydrogène. Donc, on va se mettre autour de la table et regarder la faisabilité économique du projet de manière à être en mesure de répondre aux besoins de notre client. Et c'est à l'issue de cette phase qu'on peut faire une offre non engageante à un client sur le prix de l'hydrogène qui sera fourni, la quantité de l'hydrogène qui sera fourni, selon les spécifications qui précisent, mais également la date à laquelle il sera mis en production. Donc, c'est une offre qui est non engageante, mais qui peut également ne pas être acceptée. Ça peut être également à l'issue de cette phase, par exemple, que nous, de notre côté, nous analysons qu'un projet n'est pas suffisamment rentable à nos yeux. Donc, nous pouvons décider également de ne pas poursuivre un projet parce qu'on n'est pas en mesure de répondre à un besoin spécifique par un client. Donc, en fait, il ne s'agit pas de projets qui sont sécurisés, mais des projets qui vont encore subir des analyses. À partir de quel moment nous considérons que les projets sont sécurisés? C'est à partir de la phase qu'on appelle Tender Ready. C'est à ce moment-là qu'on met autour du projet plusieurs ressources de notre côté, que le client met également à disposition du projet plusieurs ressources. Donc, on va tous dédier du temps pour designer le projet, pour l'établir, pour contacter les différents potentiels fournisseurs d'énergie, pour définir quel matériel sera utilisé, donc pour avoir une vue précise du projet et être en mesure de proposer au client une offre engageante en termes de prix. Donc, c'est à ce moment-là qu'on sécurise l'ensemble des parties prenantes d'un projet. Donc, c'est à partir de cette phase que nous considérons notre projet secured. J'avais juste une question. Quand vous parlez de mégawatts, c'est sur l'énergie produite, sur l'électricité que vous recevez? C'est toujours sur l'énergie consommée. D'accord. Okay. Donc après, vous avez entre 70 ou 80% de rendement sur les usines. Donc la production, c'est 70 à 80% de l'énergie consommée. Ce qui est un bon rendement. Une centrale nucléaire, ça a 30-35% de rendement. Donc c'est un bon rendement. Très bien. Merci. C'est une bonne question. C'est une bonne intéressant. Vas-y.
aujourd'hui, si notre guidance et notre engagement auprès de vous, investisseurs, et auprès de nos futurs actionnaires en termes de capacité, à quoi nous nous engageons à délivrer aujourd'hui. Donc, nous parlons, nous, en capacité installée, donc la capacité à mettre en production des usines. Donc, nous nous engageons aujourd'hui avec le marché à court terme, donc c'est à 2024, de mettre en production 55 MW d'usines. À horizon 2026, on parle ici de 200 MW et à horizon 2030, on parle de 3 gigawatts. Donc, le saut de 200 MW à 3 gigawatts, il est, lui, le résultat de l'entrée en production, notamment de très grands projets. Donc, on ne parle pas de beaucoup plus de projets, mais de projets très significatifs en taille. Les 200 MW horizon 2026, ce sont des 200 MW qui vont contribuer pleinement au chiffre d'affaires. Donc, on parle en chiffre d'affaires en 2026 de 200 millions d'euros au niveau consolidé, avec une marge EBITDA qui sera au point mort à ce moment-là. 3 gigawatts en 2030, ça correspond à grosso modo 1% de part de marché. Donc, ce n'est pas du tout infaisable. Et pour répondre à votre remarque initiale, dans l'énergie, il y a plein de places pour plein d'acteurs. Dans le pétrole, vous avez des tonnes d'acteurs. Hein. Vous avez Aramco, vous avez Total, vous avez Shell, vous avez le BP. Vous avez, dans l'énergie éolienne, vous en avez plein aussi. Vous avez Valorem, Valeco, Neoen, EDF, Engie, etc. Donc, vous avez plein d'acteurs. Dans l'hydrogène, c'est pareil. Il y aura plein d'acteurs. Donc, Life est certes le premier producteur français à s'introduire en bourse, mais il y en aura certainement plein d'autres. Juste qu'avec notre avance, on est extrêmement bien positionné pour gagner des parts de marché et délivrer cet objectif. Vous avez juste un chiffre sur la croissance de la demande de l'hydrogène vert sur les 20 ou 30 prochaines années? Oui, c'est énorme. Aujourd'hui, vous n'avez quasiment pas d'hydrogène vert qui est produit. Et l'ambition de l'Europe, c'est d'avoir 20 millions de tonnes d'hydrogène produit et consommé par et pour l'Europe. Donc, 20 millions de tonnes, alors qu'aujourd'hui, on part de quasiment zéro. On parle de quelques tonnes, quelques dizaines de tonnes ou quelques centaines de tonnes. Donc là, c'est vraiment énorme la croissance qu'on a devant nous et c'est un marché exponentiel, comme le solaire en 2003. Si l'hydrogène est 25% de l'énergie qu'on consomme en 2050, il faut être capable de le produire dans de très grandes quantités. Et vous avez vu que notre premier site s'appuie sur des éoliennes à terre. Il va être assez difficile d'expliquer à tous les Français et tous les Allemands qu'on va planter des forêts d'éoliennes pour produire un hydrogène qui va remplacer partiellement le pétrole et le gaz. C'est extrêmement difficile. Par contre, si on imagine produire de l'hydrogène comme on produit du pétrole aujourd'hui, et aujourd'hui, quand on parle du baril de Brent, c'est du pétrole qui est produit en mer du Nord, on est capable d'avoir de l'eau, de l'énergie, et donc également suffisamment de place pour produire cet hydrogène et le ramener à terre sous forme gazeuse par des pipelines. C'est ce que Life développe aujourd'hui. La plateforme flottante que vous voyez en bas à droite, l'éolienne flottante, qui est la seule aujourd'hui éolienne en mer opérationnelle en France. Cette plateforme est en ce moment sur un port en train d'être armée, d'être équipée par Life d'un électrolyseur de la même taille que celui qu'on a sur notre site de Vendée, à Boin, un électrolyseur d'1 mégawatt. On va ramener cette plateforme en mer cet été. On va connecter cette plateforme à l'éolienne et produire pour la première fois dans le monde de l'hydrogène en mer. Personne, nulle part dans le monde, n'a jamais produit d'hydrogène en mer, n'a jamais fait flotter un électrolyseur de taille industrielle. Aujourd'hui, vous avez les marchés, vous avez des appels d'offres qui sont ouverts au Danemark, aux Pays-Bas, qui vont s'ouvrir le mois prochain en Allemagne pour produire en grande quantité de l'hydrogène. Et Life sera la seule société au monde à pouvoir dire « je l'ai déjà fait, je sais combien ça coûte, je sais opérer un site en mer ». C'est un avantage indéniable et c'est aussi l'avenir. Et on a beaucoup de partenaires pour passer à l'échelle sur cette technologie. On a les chantiers de l'Atlantique, donc ces plus gros chantiers navals européens. On a des Écossais pour transformer des plateformes existantes. On a une société d'ingénierie française qui est spécialiste de l'ingénierie pour les plateformes offshore, qui nous aide à concevoir
le matériel qui permettra de produire directement dans l'éolienne. On a différents concepts qui nous permettront de produire de l'hydrogène en mer, quel que soit le type d'éolienne, quelle que soit la taille du champ, quelles que soient les plateformes préexistantes. Et demain, vous aurez, fin 2030, 75% de la population mondiale qui vivra près des côtes, selon l'UNESCO. C'est ça le marché de cette technologie. 75% de la population mondiale qui vivra près des côtes. Quand on regarde la ressource en vent, effectivement, dans le golfe de Guinée ou en Indonésie, ça va être difficile, mais partout ailleurs, vous êtes capable d'avoir suffisamment de vitesse de vent pour produire de l'électricité à partir de l'éolienne en mer et ensuite produire de l'hydrogène. Je vais faire une petite digression sur la praticité de l'hydrogène. Aujourd'hui, pourquoi est-on accro au pétrole et au gaz? C'est parce que c'est pratique. Parce que ça se transporte sur des longues distances et que ça se stocke facilement. Pour le transporter, on peut prendre un pipeline, un bateau, un camion. Pour le stocker, on peut prendre un réservoir, un jerrycan pour l'essence. C'est pratique. Et ça peut rester sur le terminal, donc dans le port, ça peut rester 1 jour, 2 jours, 1 mois, pas de souci. On peut bourrer le réseau de gaz l'été et attendre l'hiver et consommer tranquillement ce qu'il y a dans le réseau de gaz. Le réseau sert de stock en France. C'est le plus grand système de stockage aujourd'hui en France, c'est le réseau en lui-même, le réseau de gaz. Donc, le pétrole et le gaz sont très pratiques. L'énergie la pire aujourd'hui qui y est, sans aucune considération écologique, c'est l'électricité. La pire énergie que la femme et l'homme font, c'est l'électricité. Pourquoi? Parce que pile poil au moment où elle est produite, elle doit être consommée dans la milliseconde. On n'a pas une seule seconde à perdre, alors que pour le pétrole, ça peut rester une journée dans la cuve, 1 semaine dans la station-service, pas de souci. Donc, ça veut dire que vous avez des milliers de personnes qui sont en charge d'équilibrer à tout instant la production et la demande. Et en plus, le transport coûte une fortune parce que vous ne pouvez pas mettre un simple tuyau d'acier, vous êtes obligé de mettre des câbles en cuivre qui coûtent très cher, et puis vous êtes obligé de déployer une infrastructure avec des autoroutes de transport, des câbles à 400 000 volts, et puis des routes régionales, des routes départementales et des chemins vicinaux pour que chacun, chez soi, ait un petit câble qui lui amène l'électricité. Donc c'est extrêmement coûteux, c'est pour ça qu'on ne produit pas de l'électricité à l'autre bout de la planète, contrairement au pétrole, c'est extrêmement coûteux à transporter. Et ce n'est pas pratique. Donc, il faut absolument rendre l'énergie pratique. Et c'est ce que fait l'hydrogène. On part d'électricité, on transforme cette électricité en gaz, donc on fait de l'électricité pratique. Et avec la production d'hydrogène en mer, on va le produire de façon massive et on va le transporter comme on transporte le gaz aujourd'hui avec des pipelines, au lieu d'avoir des sous-stations qui coûtent 1 milliard d'euros pour transformer cette électricité et pouvoir la ramener à terre. Ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. C'est un rapport de 3 à 15 de transporter du gaz par rapport à de l'électricité. Et donc, il est rentable dans certaines parties de l'océan, vu qu'on est un peu loin des côtes, mais que les vents moyens sont extrêmement forts et bons, de produire de l'hydrogène en mer. C'est pour ça que certains pays misent dessus et avancent d'ores et déjà. Donc, on va être champion de l'hydrogène, producteur et aussi exportateur de nos technologies, et on s'associe pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment demain. Donc Life est une valeur d'aujourd'hui, puisqu'on produit déjà de l'hydrogène. C'est une valeur de demain, parce qu'on investit dans des algorithmes d'intelligence artificielle, dans la production offshore. On s'est entouré de partenaires de classe mondiale. La première valorisation dans l'hydrogène, Plug Power, le second plus gros conglomérat japonais, Mitsui, le 4e producteur éolien, EDP. On a une équipe qui est déjà en place. On a 55 millions en banque, donc c'est confortable. On n'a pas choisi de faire l'IPO par besoin, on l'a fait par choix. On a une avance technologique, parce qu'on est pionnier, donc on apprend avant les autres. Donc, nos futures usines seront de plus en plus efficaces et on aura un temps d'avance. Et on a un pipeline commercial de projets qui sécurise l'atteinte de nos objectifs, puisqu'on est à 4,8 gigawatts, ce qui est 4,8 fois, donc quasiment 5 fois ce que EDF et Air Liquide ont, ces gros groupes de 50 000 et 200 000 personnes. Donc, on est en capacité d'être la première licorne verte. C'est un truc qu'on a inventé. La licorne verte, c'est une licorne, c'est une société qui a valorisé 1 milliard. Nous, on souhaite économiser 1 milliard de tonnes de CO2. C'est ça notre objectif. Et moi, je ne pars pas de la société tant qu'on n'a pas atteint ça. Parce que ce qui va changer l'avenir de ma petite Sidonie qui a 4 ans et de mon petit Félix qui a 1 an,
c'est pas tellement que leur papa ait une entreprise qui soit valorisée à 1 milliard, c'est surtout que leur papa ait une entreprise qui soit capable de leur donner un avenir radieux comme celui auquel on a eu le droit, Marie et moi, dans les années 80 et 90. C'est d'être capable d'économiser 1 milliard de tonnes de CO2. Donc, on travaille pour vos enfants, on travaille pour les nôtres, et l'équipe de Life est complètement engagée. C'est un critère de recrutement pour cet objectif. Voilà, on va rebondir là-dessus après. Difficile de rebondir là-dessus, en effet. Pour aller un peu plus pratique, juste, donc, je suis chargée de vous décrire un petit peu les modalités de l'opération aujourd'hui en cours. Donc, il s'agit d'une introduction en bourse de la société sur Euronext Paris. La fourchette de prix qui a été communiquée elle est de 8,75 € pour le bas de la fourchette jusqu'à 11,75 € pour le haut de la fourchette, avec une valorisation prémonique qui est entre 301 millions d'euros et 387 millions d'euros. C'est une offre publique en France qui va courir, donc qui a été ouverte et lancée lundi dernier, qui court jusqu'au jeudi 19 à 20 h, et une offre avec un placement global, donc qui est dédié aux investisseurs institutionnels qualifiés, qui a été également lancée lundi dernier et qui va courir jusqu'au vendredi 20 mai à midi. Aujourd'hui, on cherche. Allez-y. Juste, donc l'augmentation de capital aujourd'hui, c'est important et je le mentionne en tant qu'augmentation de capital puisque l'offre IPO, elle est purement primaire, donc il s'agit uniquement d'une augmentation de capital. Donc personne ne vend des actions dans le cadre de cette opération et c'est clé puisque ça transmet vraiment notre volonté aujourd'hui de continuer de faire croître la valeur proposée par Life. Donc, on vise aujourd'hui une taille de 110 millions d'euros qui peut être augmentée jusqu'à 125,5 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension et jusqu'à 145,5 millions d'euros dans le cas d'exercice de l'option de surallocation. À savoir que les 110 millions d'euros levés aujourd'hui pour l'opération de base nous permettent de délivrer confortablement les guidance que j'ai mentionnées. Donc, on parle ici de 200 MW à horizon 2026. Un autre point important quand même de mentionner, c'est ce qu'on appelle les lock-up ou les engagements de conservation de la société. Ça, c'est également important. La société a été créée donc par Mathieu, accompagné de certains fondateurs. Ils sont tous engagés avec le management pour une conservation de 2 ans minimum, et tout comme l'ensemble des actionnaires historiques de la société, mais également les actionnaires qui viennent accompagner l'opération de manière engagée, comme c'est le cas aujourd'hui de EDP Renouvelable. Voilà. Donc, quand on est client EasyBourse, eh bien, notamment dans sa messagerie sur son espace client, on a eu un message avec le lien pour accéder au formulaire de souscription. Encore dans le menu en bourse, on retrouve aussi l'opération qui est et avec le formulaire de saisie où on indique effectivement si on veut appliquer ces actions-là et combien on veut, si c'est dans son PEA, son PEA PME ou encore son compte. Et encore une fois, il n'y a pas de frais de souscription chez EasyBourse quand on participe à une introduction en bourse. C'est aussi une chose intéressante à noter. Et après, effectivement, et après donc les actions seront cotées. Donc, si je regarde bien, le début de négociation sur Euronext, ce sera le 23 mai dans vos portefeuilles. Voilà. Je vais en profiter pour poser quelques questions. Il y avait beaucoup de questions sur la concurrence. Si on peut juste revenir un peu sur la concurrence. Oui. Voilà, qui sont les principaux concurrents et comment vous allez batailler par rapport à Air Liquide ou EDF notamment. Oui. Et s'il y a des comparables à vous aussi qui se positionnent en ce moment. Voilà. Oui. Donc Life a les mêmes objectifs que EDF et Air Liquide, donc 3 gigas en 2030. Air Liquide a un objectif de faire 15% de son hydrogène en 2035 par électrolyse. Mais vous voyez que Life est bien plus avantagé, bien plus avancé que ses concurrents en termes de capacité à délivrer ses engagements. On est à 4,8 gigawatts aujourd'hui. Donc, quand vous voyez la petite barre pipeline et capacité, ça veut dire qu'on a 4,8 gigawatts
aujourd'hui en pipeline sur un objectif de 3 gigawatts dès aujourd'hui. Alors que vous voyez que Air Liquide et EDF s'engagent certes sur des objectifs, mais n'ont pas encore le pipeline pour réaliser ces objectifs. Donc nous, notre pipeline va croître de façon exponentielle, comme il a toujours cru. Ensuite, une grosse différence que Maria a soulignée, c'est qu'on s'engage sur des objectifs court terme. Vous voyez bien que les objectifs à 2030 ou 2035, c'est toujours un peu loin et pas trop loin en même temps. Nous, on s'engage sur 2024. Donc, on est vraiment là pour délivrer aujourd'hui. On est déjà producteur d'hydrogène vert. Ensuite, vous voyez, Air Liquide, c'est vrai que donc c'est 15% de leur hydrogène qui sera de l'hydrogène vert en 2035. C'est-à-dire qu'il reste 85% d'hydrogène basé sur des énergies fossiles. Donc, on ne peut pas dire que ce soit de façon objective un shift massif. Et EDF promeut largement l'hydrogène bas carbone, donc basé sur le réseau bas carbone. C'est pour ça qu'ils sont aussi très présents en Angleterre et en France, là où le réseau est nucléaire et bas carbone. Donc, nous, notre proposition de valeur, c'est du vert, c'est un pipeline solide, c'est une équipe qui est aussi conséquente que celle d'EDF, par exemple, hein, sur l'hydrogène, voire plus conséquente, on a plus de personnes. Et c'est ça qu'on va faire. Enfin, pour donner un peu de perspective à tout ça, c'est ce que je vous disais, aujourd'hui, dans l'hydrogène, vous avez un secteur avec des gens comme Praxair, Air Product, Linde, Air Liquide, Dipon Gaz, Messer, etc. Dans le pétrole, vous avez des tonnes d'acteurs. Dans le renouvelable, vous avez des tonnes d'acteurs. Le marché est tellement gigantesque qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et il faut que Life ait des concurrents, parce que sinon, on n'aura pas raison. C'est un peu comme sur les voitures électriques. Tant que vous n'avez qu'un seul modèle, ça n'attire pas beaucoup. Quand vous avez un effet d'offre et des gammes, là, ça commence à être intéressant. Donc, on aura des concurrents. On est juste bon commercialement. Et en fait, ce qui se passe quand vous avez une entreprise, c'est qu'il faut avoir des bons commerciaux qui gagnent des contrats. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'appuyer sur les contrats qu'on gagne et le portefeuille de projets qu'on a. C'est tout simplement ça qui va faire la différence. Après, on n'est pas en train d'expliquer qu'on aura 40% de part de marché. On aura notre part de marché. Mais les clients qu'on aura gagnés, ce sont des clients captifs. Et ça, c'est extrêmement important. On les garde pour 15 ans. Ça aurait pu être un projet ou une volonté d'EDF ou d'Air Liquide de vous racheter? Donc, je ne sais pas si c'était quelque chose. Tout à fait. Moi, je vous donne mon avis perso. Je n'engage pas du tout Life pour dire ça, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé, les grands groupes, alors là, on parle de grands groupes, hein, Air Liquide, c'est 50 000 personnes, EDF, c'est 200 000 personnes, Total, c'est 120 000 personnes. Les grands groupes n'ont pas su développer de nouvelles verticales. Par exemple, EDF, c'est comme le spécialiste de l'énergie, de l'électricité. On ne va pas confondre l'énergie et l'électricité, mais c'est le spécialiste de l'électricité en France. Quand il s'est agi de développer du renouvelable, ils ont racheté SIF, une société qui a été développée par Paris Mouratoglou. Engie a racheté la Compagnie du Vent, Total a racheté Quadrant. Quand il a fallu faire du biogaz, Total a racheté Fonroche. Pourtant, c'est des spécialistes du gaz. Hein, c'est le plus grand opérateur de LNG aux États-Unis, donc de gaz naturel liquéfié. Quand il a fallu faire des batteries, Total a racheté Saft, etc., etc., etc. Donc, c'est assez rare qu'un grand groupe sache développer en interne parce qu'ils sont architecturés pour faire quelque chose et pour faire une taille de projet. Donc, quand on se dimensionne pour faire des projets à 1 milliard sur le pétrole, c'est assez difficile de faire autre chose et de faire émerger des choses. Donc, c'est souvent des sociétés qui rachètent d'autres, donc des grands utilities qui rachètent d'autres. Donc, il est très probable qu'à partir de 2035, vous voyez, Air Liquide a racheté un projet à Port-Jérôme, donc en Normandie, par une petite société d'une dizaine de personnes qui avait développé ce projet. Donc, Total, Shell, etc., leurs ambitions, ils rachètent beaucoup de projets pour atteindre leurs objectifs de production d'énergie renouvelable. Donc, il est très probable qu'à partir de 2025, il y ait des grands groupes qui commencent à racheter des plus petites sociétés pour racheter des portefeuilles de projets ou pour racheter des projets ou racheter des développeurs. C'est ça qui s'est passé dans le renouvelable, c'est ça qui s'est passé dans le biogaz. Ok, merci. J'ai aussi pas mal de questions, alors plutôt pour Maria, des questions plutôt sur le chiffre d'affaires actuel. Je vais vous poser toutes les questions à la fois, comme ça elle va répondre globalement parce que c'est des questions qui tournent autour de la même chose. Le chiffre d'affaires, l'existence de bénéfices, l'endettement, et aussi est-il prévu de verser des dividendes? Donc là, j'imagine qu'on se projette
plutôt dans le futur. Notre métier est de vendre de l'hydrogène. Donc aujourd'hui, on gagne de l'argent, c'est nos revenus. Nos revenus proviennent de la vente de kilos d'hydrogène. Donc à partir du moment où on vend 1 kilo d'hydrogène, on fait des revenus. Nous avons un site en production en Vendée, à Boin, qui aujourd'hui a une capacité de production de 1 MW, qui va être upgradé l'année prochaine à 2,5 MW, donc qui peut produire aujourd'hui 300 kg d'hydrogène par jour. Ce site a été mis en production l'été dernier, il a commencé à livrer les premiers clients en dernier trimestre, donc c'est lui qui est aujourd'hui la source de notre chiffre d'affaires. Si vous regardez nos dernières années, le chiffre d'affaires de Life commence à apparaître en 2021, au moment où la première usine entre en production. C'est important de comprendre que nous faisons aujourd'hui un portefeuille d'actifs. Ces actifs sont nos usines et les usines sont celles qui vont générer des chiffres d'affaires à partir du moment où elles sont mises en production. Donc, nous sommes devant nous dans Life, c'est une société qui est en forte croissance, dans un secteur qui est en hyper croissance. Donc, aujourd'hui, vous voyez notre portefeuille des clients, on parle de 93 projets qui pourraient se transformer en 93 usines. Et ce qui est important de retenir, c'est comme disait Mathieu, c'est que chacune de ces usines est profitable à partir de la première année de mise en production. Et ça, c'est clé pour nous, c'est notre approche et discipline financière que nous appliquons dans le choix et dans la poursuite de chacun de nos projets. Donc, pour construire une usine, il faut du temps. Il faut créer la discussion avec le client, il faut designer l'usine, il faut faire toute la phase d'ingénierie, la construction et la mise en opération. Donc aujourd'hui, la croissance de la société, elle fait face à des investissements qui sont importants, justement parce qu'on a besoin d'embaucher, par exemple aujourd'hui, nos commerciaux qui vont aller générer notre pipeline. Il faut qu'on embauche nos ingénieurs qui vont designer les usines, qui vont les construire. Donc, on a besoin d'investir aujourd'hui pour embaucher les gens qui vont préparer les usines, qui vont sortir donc, de terre, donc qui vont être mises en production dès l'année prochaine. Donc, c'est un investissement qui se fait en amont. Donc, mais je répète, chacune de nos usines, dès qu'elle est mise en production, elle est rentable. Donc, elle dégage du chiffre d'affaires, et elle dégage de l'EBITDA, et elle dégage du cash flow. Donc, aujourd'hui, la projection, comme je disais, c'est à horizon 2026. Nous, on cible un chiffre d'affaires. C'est notre objectif et notre engagement, c'est d'avoir un chiffre d'affaires qui sera de 200 millions d'euros au niveau consolidé, avec un EBITDA qui sera à ce moment-là au point mort. Donc, c'est l'EBITDA qui bascule à ce moment-là, qui passe de négatif à positif. Pourquoi? Justement parce que nous sommes en train d'investir. Donc, si bien nous mettons en production dès l'année prochaine certaines des usines, vous avez vu un petit peu la courbe des mégawatts donc de mise en production. Donc, c'est vraiment, ça correspond aux sites qui entrent en production. Donc, la profitabilité qui est dégagée par chacune des usines dans les très prochaines années continue de financer les investissements pour arriver à ces 200 mégawatts en 2026. Donc, c'est pour ça qu'avant 2026, on ne dégagera pas d'EBITDA positif. Mais on arrive en moment où on aura de l'EBITDA au point mort. Donc, pour se placer, ce qui est intéressant de notre secteur, c'est que c'est un secteur qui, lui, donc nous sommes en forte croissance, le secteur est en hyper croissance. Donc, notre stratégie aujourd'hui est de poursuivre cette hyper croissance et donc d'investir pour continuer de construire notre portefeuille d'actifs. Donc, tant que nous choisirons de manière stratégique de continuer de créer un portefeuille d'actifs qui sera rentable dès la première année, je le répète, parce que c'est extrêmement important, c'est le modèle, la résilience de notre business model. Nous déciderons, donc nous aurons besoin d'investir des CAPEX pour pouvoir mettre en production. Il faut se projeter à horizon 2030, c'est lorsqu'on aura ces 3 gigawatts de base installée en termes de capacité totale installée, que l'on commence à parler quand même une très belle quantité d'énergie. Effectivement, c'est une très belle quantité, donc ça nous permet d'absorber les chiffres, enfin les coûts au niveau corporate pour avoir une société qui a un profil mature d'un point de vue financier, donc où la base des revenus couvre totalement les coûts structurels du corporate. Donc, le choix que nous avons devant nous, il est quand même extrêmement confortable, c'est de dire à un moment, si nous souhaitons arrêter la croissance et basculer vers une rentabilité. Donc, c'est un choix que nous pourrons faire à tout moment et cela dépendra de la stratégie que va poursuivre la société. Aujourd'hui, nous poursuivons la croissance du secteur qui est en pleine explosion et qui nous permet de délivrer nos convictions et nos envies, aujourd'hui nos ambitions qui sont de décarboner le plus vite possible, le plus écologique possible et le plus économique possible le monde.
Donc, tant qu'on aura cette ambition, on va continuer d'investir. Mais avec cette possibilité, cette flexibilité de toujours arrêter de nourrir la croissance au bénéfice de la rentabilité. Donc, si on se met en photo finish, comme dit Mathieu parfois, on arrête de croître, notre portefeuille d'actifs est rentable. Donc, on s'assied sur une base on devient un peu rentier en bénéficiant des cash flows qui sont dégagés par chacun de nos sites pris individuellement. Alors, pour répondre à la dernière question, on est en croissance, donc on doit investir. Donc, on ne versera pas de dividendes, on va plutôt investir pour la croissance, pour faire des usines, pour développer le chiffre d'affaires et pour décarboner le monde. Donc, l'investisseur chez Life devra attendre plutôt une croissance de la valeur de l'action plutôt que des dividendes. C'est vraiment ça, ce à quoi il faut s'attendre et ce sur quoi il faut juger l'investissement. D'accord. Alors, juste une petite question au passage. Est-ce que vous avez prévu, est-ce que c'est possible qu'il y ait une augmentation de capital un an, dans 2 ans, ou est-ce que c'est très indéterminé? Plusieurs questions de Steve. Oui, il sera nécessaire de trouver des financements, parce qu'une partie de nos projets, donc des besoins en CAPEX, sont financés par des fonds propres. Donc, ces fonds propres, on en aura besoin. Aujourd'hui, on parle d'une installation de 3 gigawatts à horizon 2030. Donc, on aura besoin de plus de fonds propres. La levée de fonds que nous faisons aujourd'hui, donc l'introduction en bourse, nous permet de délivrer nos guidance à horizon 2026 de manière confortable. Donc, on ne s'attend pas à une augmentation de capital avant cette date-là, sauf que ce n'est que pour de très bonnes nouvelles, c'est-à-dire une explosion du pipeline, une accélération de l'exécution du pipeline. Donc, ce sera toujours pour venir financer des actifs qui auraient pris ou qui auraient été anticipés dans le temps. Très bien, merci. Voilà, donc je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. On a bien fait le tour. La solidité de votre approche et votre ambition et de votre engagement à la transition énergétique. Voilà, donc un grand merci. Un grand merci à vous deux. Je sais que vos roadshows sont chargés et compliqués, donc merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup à tous les participants, à tous ceux qui ont posé des questions. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt, au revoir.